Bonjour à tous et merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de malware. Si vous êtes développeur ou développeuse et vous cherchez un travail, on a des bons et des mauvaises nouvelles pour vous. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'offres en ce moment. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a pas mal qui sont fausses, en fait. Est-ce que vous avez déjà entendu de parler d'une campagne de cyberattaque qui s'appelait DevPopper? Quelques-unes. Quelques personnes. Alors, DevPopper, effectivement, c'était une campagne de cyberattaque qui a été lancée courant 2024 et qui reposait beaucoup sur du social engineering et sur votre envie de retrouver un travail. Donc les attaquants commençaient par contacter leurs victimes, donc des développeurs et développeuses en recherche d'emploi, principalement sur des secteurs sensibles comme blockchain ou cybersécurité. Et donc ils les contactaient via LinkedIn ou d'autres plateformes en leur proposant des offres impossibles à refuser. Les victimes ont été ensuite demandées de télécharger un repo à partir de Git pour soi-disant faire des tests techniques. Et en fait, c'était un code backdoor avancé qui a permis d'exfiltrer les données et envoyer au serveur à distance. C'est une application qui est très complexe et sophistiquée. Elle a pu passer par un processus légitime et résister au redémarrage d'ordinateur. Et donc les principaux motifs qui ont été identifiés pour cette campagne, ça a été le vol de propriété intellectuelle, parce qu'on part du principe que si vous êtes développeur ou développeuse en recherche dans ces secteurs, vous êtes potentiellement déjà vous-même dans des secteurs sensibles, et donc ce serait chouette de pouvoir accéder à vos données professionnelles. Et cette attaque, elle a été attribuée, alors, toujours avec des pincettes, à un groupe qui s'appelle le groupe Lazarus, qui est un groupe de cyberattaquants présumément liés à la Corée du Nord. Mais dans l'histoire des cyberattaques et dans l'histoire des virus, tous ne sont pas développés dans ces intentions-là, et tous ne sont pas non plus développés par des groupes aussi organisés que le groupe Lazarus. L'un des premiers virus qui a fait énormément de dégâts, c'était le virus I Love You. En 2000, avec son fichier Visual Basic attaché à un mail, elle a infecté des milliers, dizaines d'ordinateurs. Elle a fait énormément de dégâts. Et l'auteur de ce virus, c'était Onel de Guzman. À l'époque, elle a eu 24 ans. Elle a fait ses études à Philippines et il voudrait juste surfer gratuitement sur Internet. Et quelques années plus tard, on a vu également l'apparition d'un autre vers qui s'appelle Welfia, qui lui partait d'une bonne intention, qui était de dire il y a un autre vers malveillant qui se propage un peu sur les ordinateurs. Et donc moi, je vais venir et patcher toutes les machines infectées et sauver le monde. Et en fait, ça partait d'une bonne intention, mais il se trouve que déjà, ça a exploité une autre faille de sécurité pour s'introduire sur ces ordinateurs et venir patcher la faille. Et en plus, ça a créé une surcharge de trafic assez importante qui, à l'époque, a perturbé le fonctionnement de beaucoup de systèmes. Un autre exemple, le vers Stuxnet, qui a été découvert en 2010. Ce vers, il a été développé par NSA en collaboration avec l'unité israélienne 8200 pour s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes d'enrichissement uranium. Ce vers, il a commencé son développement sous la présidence de George Bush et continué sous la présidence de Barack Obama. Et il était déployé dans le complexe isolé, mais à cause d'erreurs humaines, il est sorti, il a infecté plus que 45 000 d'ordinateurs dans le monde. Et enfin, on pourrait vous parler aussi d'une autre campagne, d'un autre virus qu'on a appelé NotPetya, en référence à Petya, qui circulait à cette même époque-là, en 2017. Et qui lui était un ransomware, donc un virus qui vient chiffrer vos données et qui vous propose de les récupérer en échange d'un paiement. Et donc ce virus-là s'appelait NotPetya parce qu'il ressemble un peu à un ransomware, mais il l'est pas du tout, puisqu'il ne vous proposera jamais de récupérer vos données. C'est ce que les spécialistes appellent un wiper, c'est un virus qui est là principalement pour détruire les systèmes sur lesquels il se propage. Et fun fact, comme
comme WannaCry, il se basait sur une faille de sécurité qui avait été identifiée par la NSA et jamais divulguée, et qui s'appelait Eternal Blue, et qui avait fini par être leaké par un autre groupe qui s'appelle Shadow Brokers. Il y a plusieurs d'autres exemples. Et d'ailleurs, Onel de Guzman, le créateur de Virus I Love You, il n'a jamais été inculpé car les lois de son pays à l'époque ne prévoient pas ce type de délit. Contrairement en France, c'est interdit d'écrire le virus depuis 1988 avec les lois de Godfram, donc les lois qui condamnent de 3 à 7 ans de prison, les peines qui pourront aller les amendes jusqu'à 300 000 euros et d'autres peines comme perte de droits civiques. Et donc la loi Godfram, en fait, elle vient condamner différentes infractions relatives à ce qu'on appelle des systèmes de traitement automatisé de données, ou STAD. C'est quoi un STAD ? Ça dépend. Et la définition est volontairement très large pour que les faits soient étudiés un peu au cas par cas. Donc ça peut regrouper beaucoup de choses et c'est en général laissé à l'appréciation des juges. Et en 2004, la loi va encore plus loin, donc avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et cette fois-ci, en plus de condamner, par exemple, une intrusion sur un système d'information, on pourrait vous condamner pour détention de tout ce qui pourrait aider à s'introduire sur ces systèmes d'information. Donc, techniquement, détenir un virus sur votre ordinateur, c'est déjà illégal. Sauf si vous avez un motif légitime. Mais qu'est-ce que c'est un motif légitime ? Ça reste flou et ça reste aussi à l'appréciation des juges. Et donc, comme ça commençait à devenir un petit peu compliqué de ne pas préciser c'était quoi un motif légitime, la loi a finalement fini par valider en 2013 2 cas qui sont officiellement reconnus comme légitimes et qui sont la recherche et la sécurité informatique. En tout cas, nous, on reste hyper prudents. On a étudié le malware sur un VM isolé d'Internet et à la fin, on va réinitialiser cette VM pour ne pas laisser des traces. Mais si on se présente. Alors, moi, je m'appelle Sonia. À l'origine, je suis développeuse back-end, mais ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis passionnée de cybersécurité et notamment toute la branche investigation numérique. C'est un peu comme les experts Miami, mais sur des ordinateurs. Et moi, c'est Neila Bogrova. Je suis développeuse de back-end aussi à S2I depuis 2016. Et ça fait aussi plusieurs années que je m'intéresse à la cybersécurité. Et ce qui me passionne le plus, c'est les histoires de virus et des malwares. Avec Sonia, on s'est rencontrés il y a plus qu'un an lors d'une conférence Hollande Tech à Rennes. Et vu nos intérêts communs en cybersécurité et en glace au chocolat, on s'est décidé d'aller à la recherche des informations sur malware craftsmanship. Mais qu'est-ce que c'est malware craftsmanship ? Les virus sont des logiciels comme nous écrivons ici. Et d'ailleurs, ce terme, personne ne l'utilise car l'artisanat de logiciels malveillants, ça reste l'artisanat de logiciels. Mais ce qui va vraiment caractériser la différence entre développer des malwares et développer une application un petit peu plus traditionnelle, ça va être la recherche de discrétion dans la conduite de ces opérations. Et c'est principalement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va commencer par regarder le Matrix Mitre Attack. Est-ce que vous avez déjà pu l'utiliser ? Un petit peu. Cette matrice, c'est une base de connaissances maintenue par Mitre Corporation. Ça signifie Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. C'est une framework avec les connaissances exhaustives sur les tactiques et techniques utilisées par cyberattaquants lors de cyberattaques. Et cette matrice, elle est divisée, donc, comme on a dit, en tactiques, techniques et procédures. Alors les tactiques, ça va regrouper le pourquoi. Le motif recherché par un attaquant. Donc, par exemple, defensive evasion, donc échapper au système de défense, c'est une des 13 ou 14 tactiques présentées par la matrice. Et dans cette tactique, on a différentes techniques qui sont le comment l'attaquant va aboutir
assez fins. Donc, par exemple, obfuscated files or information, donc de l'obfuscation de fichiers ou d'informations, c'est une manière parmi d'autres d'échapper à la détection. Et pour chaque technique, on peut avoir parfois même des sous-techniques. Par exemple, l'obfuscation de commandes, c'est une des 14 façons de faire de l'obfuscation qui ont été répertoriées dans cette matrice. Effectivement, obfuscation, c'est une des techniques utilisées le plus souvent. Et, elle contient 14 sous-techniques. Et par exemple, une autre sous-technique, c'est stégonographie. C'est une sous-technique qui permet de cacher l'information dans les fichiers audio, vidéo ou les images. Et par exemple, ici, on utilise les valeurs des pixels RGB pour cacher l'information en changeant un petit peu les valeurs des pixels, que ça ne se voit pas vraiment. Une autre technique, c'est obfuscation de code, des variables, de nombre de variables et de fonctions. Ajout de code inutile mais très complexe, ce qui permet de ralentir l'analyse du code. Et une autre technique, c'est polymorphisme. Donc chaque fois qu'un virus se reproduit, la nouvelle version elle est différente de précédente. Donc chaque fois, le hash de virus il est différent. Et donc dans la base de données de hash, ce n'est pas facile de le retrouver. Et donc, on va regarder ensuite un petit peu les tactiques et techniques utilisées par cette fameuse campagne, ce virus DevPopper. Équipe Psychoronix, ils ont fait une super analyse de attaque complète. À la fin, on va donner 2 liens pour aller plus loin. Comme on a déjà dit, cette attaque, elle se pose beaucoup sur le social engineering. Alors, imaginez, vous êtes développeur, développeuse en recherche d'emploi et vient le moment fatidique du test technique. Situation un petit peu stressante et vous vous retrouvez à télécharger ce projet qui est un projet back-end classique, un projet Node.js. Vous le téléchargez et puis vous commencez par regarder un peu comment ça fonctionne. Donc on installe tout et on lance npm start. Et en fait, c'est au lancement, à l'exécution de ce projet que va s'exécuter tout le code malveillant qui est caché à l'intérieur. Et donc ce qu'on voit à l'écran, c'est une capture d'écran qui a été faite à l'époque par les chercheurs quand ils ont mis ce virus pour l'analyser sur une plateforme qui s'appelle VirusTotal et qui permet de dire est-ce que le fichier est malveillant ou pas. Et donc là, on voit qu'il est très peu, à l'époque, il était très peu détecté par les systèmes d'antivirus. On en a 3 sur 64 qui le considéraient comme malveillant. Donc à l'époque, ça passait un peu sous les radars. Sur ce slide, on peut voir le code caché tout en bas à droite de la page. C'est un code offusqué de première vue et il a l'air inoffensif. Et donc si on l'extrait et qu'on le met un peu en forme pour que ça tienne sur une page, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, à mon avis, on ne voit pas très bien d'où vous êtes, mais en gros, on voit plusieurs formes d'obfuscation, notamment des modifications de noms de variables, de noms de fonctions qui ne veulent pas dire grand-chose, comme si le code était minifié. Et aussi l'utilisation de beaucoup de chaînes de caractères encodées en base 64, donc, qui n'est pas du tout une forme d'obfuscation très robuste, mais on va dire que dans un premier temps, ou sans passer par une étape de décodage, on ne sait pas ce que font tous ces trucs-là, finalement. Et l'équipe Psychoronix, ils ont réussi de déobfusquer le code et ils ont trouvé l'adresse de C2. Donc C2, c'est control and command serveur qui permet de contrôler à distance et envoyer les commandes à distance d'une manière secrète. Donc parmi les commandes qui sont exécutées, donc on voit effectivement un premier contact. J'ai perdu mon pointeur, il est là. Un premier contact, un curl vers l'adresse du serveur distant afin de récupérer un fichier supplémentaire. Donc qui va être notre payload, enfin la suite, vraiment la charge malveillante du virus, qui va ensuite être extraite et exécutée donc, via ce fichier .mpl. Sauf que .mpl, ce n'est pas Natural Parallel Language, comme on peut penser, c'est un script Python. Et le but de ce script, c'est extraire l'information du système de réseau et de l'envoyer au serveur à distance. Le contenu de ce script, il ne fait pas grand-chose. On voit au début
une chaîne de caractères en base 64, donc, qui est très longue et pas entièrement représentée ici. Et cette chaîne, ensuite, elle va être décomposée en deux parties. Donc, les 8 premiers caractères qui vont servir de clé et tout le reste qui va être considéré comme de la donnée. Et en fait, ensuite, il y aura une opération donc, de XOR, ou exclusif, caractère par caractère entre la clé et les données. Et le résultat de ça, ça va nous donner un code Python qui sera ensuite passé dans le exec en ligne 7 pour être évalué en tant que tel. Et donc ici, on peut voir deux fonctions qui permettent d'extraire les données et de les envoyer sur les serveurs. Voilà, avec un peu la même structure que précédemment, donc toujours une grande chaîne de caractères en base 64, des ou exclusifs et un exec. Et si on regarde... alors ça, c'est ce qui ressort de la première ligne, ici, là. Cette première ligne-là, une fois qu'elle est décodée, qu'on a fait le XOR et tout, le res qui est passé dans exec, en fait, c'est tout ça. Et donc, on voit notamment des classes avec des requêtes vers un site qui permet de connaître notre adresse IP, récupération d'informations comme l'OS, la version de l'OS, des choses comme ça. Donc, ça va être toutes les informations relatives à la machine de la victime. En résumé, ce virus, il peut récupérer les informations, les fichiers de votre système, manipuler des données, envoyer les fichiers, récupérer aussi les frappes de clavier, donc les mots de passe. Mais comme tout logiciel, on va dire qu'on a des améliorations produits qui peuvent arriver en cours d'année. Et donc, à mi-2024, DevPopper est revenu avec une V2 toujours plus forte, qui, cette fois-ci, s'adaptait à tous les systèmes d'exploitation. Donc, que vous soyez développeur, développeuse travaillant sous Linux, Windows ou Mac, personne n'est épargné. Des capacités augmentées pour récupérer toujours plus de mots de passe, notamment ceux qu'on enregistre dans notre navigateur quand on se connecte pour la première fois et qu'on dit « oui, je vais enregistrer mon mot de passe » et qui sont enregistrés en clair. Voilà, ça peut les récupérer. Et notamment ce qu'on appelle un mécanisme de persistance amélioré. Donc c'est comment maintenir une connexion entre la machine de l'attaquant et la machine de la victime. Avant, c'était un mécanisme un petit peu bricolé à la main. Et dans la V2, ils sont passés à l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle AnyDesk RMM. C'est un logiciel totalement légitime, un genre de TeamViewer qui parle peut-être un peu plus, qui permet de faire de la maintenance à distance. Donc c'est souvent utilisé par les équipes de support IT, des choses comme ça. Et donc c'était ce qui permettait de leur garantir une connexion avec un bureau distant entre eux et la machine de la victime. Donc si on a un conseil à vous donner, si vous êtes dev et que vous cherchez un job, refusez les tests techniques. Vous pourrez leur dire que c'est nous qui vous avons dit ça. Il y a beaucoup plus d'informations dans l'analyse faite par SecureNX. Ici, on a présenté juste une petite partie. N'hésitez pas à jeter un œil, c'est hyper intéressant. On a vu un petit peu qu'est-ce que ça peut être un virus. Mais avant d'arriver sur l'ordinateur de la victime, il a besoin d'échapper, d'éviter la détection. Donc, qu'est-ce qu'il doit éviter? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour détecter les virus? Alors, avant de rentrer dans le concret et dans des implémentations vraiment techniques, de façon générale, on peut dire qu'on peut analyser un malware sous 4 angles différents. Le premier, ça va être de faire une analyse statique. Donc, ça veut dire extraire des informations sur le programme sans le lancer. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut récupérer des chaînes de caractères qui ont été stockées dedans? Est-ce qu'on a peut-être l'adresse IP du C2 qui a été stockée en dur dans le code? Ce genre de choses. Ensuite, on peut commencer l'analyse dynamique, c'est-à-dire on peut lancer l'application et voir qu'est-ce qui est fait. Déjà, quel processus il crée à l'intérieur le fichier et comment il interagit avec l'extérieur, les requêtes qui étaient envoyées. Aussi, on peut voir les chaînes offusquées qui, au runtime, on peut voir qu'est-ce qu'il y a caché dedans. On va pouvoir aussi faire une analyse plutôt contextuelle, donc essayer de replacer les actions de notre programme dans un certain contexte, en le corrélant à d'autres données. Par exemple, faire une requête HTTP, ce n'est pas forcément quelque chose de malveillant, ça peut être tout à fait légitime, mais tout va dépendre par exemple de l'adresse IP vers laquelle on fait cette requête. Est-ce que cette adresse est listée
dans un registre d'adresses connues comme étant associées à des campagnes malveillantes. Et on peut finir par analyse forensique, donc voir les traces laissées par le virus, donc les traces sur le disque, dans les logs, dans les mémoires d'ordinateur. L'objectif de tout ça, ça va toujours être le même, ça va être de récolter ce qu'on appelle des indicateurs de compromission, ou IOC pour aller plus vite. Les indicateurs de compromission, ça va servir à deux choses. Ça va servir déjà à identifier, ça va permettre en fait, d'améliorer les systèmes de détection de manière générale. On va identifier, par exemple, je ne sais pas, un nom de fichier et dire, voilà, ce nom de fichier, il est associé à telle campagne malveillante, et donc la prochaine fois qu'on verra un exécutable avec ce nom de fichier, peut-être ce sera catégorisé comme quelque chose de suspect. Mais on va voir que tous les indicateurs de compromission ne se valent pas, en fait. Il y en a qui vont être plus utiles que d'autres dans l'amélioration des systèmes de détection. Pyramid of Pain, c'est un concept qui nous permet de voir les liens entre indicateurs de compromission et la difficulté pour les cyberattaquants de mettre en place les choses pour éviter la détection. Par exemple, je vous disais, regardez le nom du fichier, par exemple, ce serait le niveau -1000 en termes d'efficacité, parce que changer le nom d'un programme ou changer son hash, c'est quelque chose de très très simple à faire pour un attaquant. Donc si on se base que sur ça pour détecter un programme malveillant, c'est très peu efficace. Si on se base que sur l'adresse IP du C2, par exemple, c'est pareil, c'est déjà mieux, mais ça reste très facile à changer pour un attaquant. Et ainsi de suite, jusqu'au truc le plus difficile à changer, c'est ce qu'on appelle les TTP, les tactiques, techniques et procédures. Entre guillemets, ça va être forcer l'attaquant à revoir entièrement son mode opératoire et changer complètement sa tactique d'attaque, en fait. Ce qu'on peut voir à l'exemple de DevPopper, dans la deuxième version, c'est les hash et l'adresse de C2 qui ont été changés. Par contre, si on compare les TTP utilisés par DevPopper entre la V1 et la V2, ils sont en fait sensiblement les mêmes. On reste sur un programme obfusqué qui va récupérer des informations sur une machine et qui va les exfiltrer vers un serveur distant. Le mode opératoire en lui-même n'a pas changé, mais seulement quelques détails d'implémentation. Et donc, d'un point de vue vraiment concret, quelle solution logicielle on va avoir en termes de détection? On va avoir des systèmes avec plusieurs niveaux, plusieurs couches de détection dans un système d'information. De manière générale, on va souvent retrouver un système centralisé, qu'on va appeler un SIEM, qui va récolter des logs qui viennent de plein de sources différentes, de plein de machines, d'appareils réseau, d'applications. Tout ça, ça va remonter, centraliser à un même endroit, et ça va permettre d'établir des règles de détection. Un autre système centralisé, sur lequel on ne va pas trop s'étendre, qui s'appelle l'XDR, Extended Detection and Response, qui est une version généralisée de l'EDR, dont on va parler juste après. Au niveau des terminaux, on a des antivirus et les EDR qui jouent un rôle crucial. Par exemple, les antivirus, ils peuvent analyser le hash d'applications lancées pour la comparer avec la base de données, les hash des programmes malveillants pour le premier niveau pour voir si ce programme est déjà connu. Les EDR, ils vont en temps réel d'analyser tous les processus qui sont lancés, les requêtes qui sont envoyées, les fichiers qu'ils ont créés pour voir s'il y a des comportements suspicieux. Et si, par exemple, Martin de la Compta, qui a ouvert un fichier invoice.exe en pensant que c'est une facture, le virus, il peut s'installer. Et donc ici, l'antivirus fait une première analyse de hash. S'il ne trouve pas, on procède à la suite. Et voilà, du coup, si le virus est réussit à se déployer sur la machine, il va peut-être vouloir par la suite contacter un serveur distant ou alors même se propager vers d'autres machines du réseau. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des protections vraiment au niveau du réseau, donc qui vont analyser le trafic et qui vont soit lever des alertes en cas de détection de trafic suspect, donc ça c'est ce que font les IDS, font de la détection, et soit prendre des mesures en cas de trafic suspect, donc ça c'est les IPS qui vont dire par exemple
j'ai détecté tel trafic suspect vers telle adresse, je coupe le trafic et j'interdis le passage de plus de trafic vers cette destination. Puis on a en général un mix de ces deux solutions-là. Donc, on a vu qu'est-ce que ça peut être un virus, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour détecter le virus. Il y a plusieurs techniques d'évasion. On a déjà parlé d'obfuscation, les techniques qui sont utilisées le plus souvent. Et là, on va présenter nos favoris. Alors, parmi les techniques de détection qu'on va pouvoir utiliser, enfin, qu'un virus pourrait utiliser, la première, ça va être d'analyser l'environnement sur lequel il atterrit pour savoir prendre la décision de est-ce qu'il se déclenche ou pas. Donc ça peut être par exemple vérifier est-ce qu'il est connecté à Internet, parce que peut-être il a besoin d'aller récupérer des infos, et donc s'il n'est pas connecté à Internet, il ne pourra pas faire ses opérations de façon efficace, donc ça ne sert à rien de se déclencher, et il pourra se supprimer. Ça peut être regarder aussi la langue de la machine. Est-ce que c'est une machine en anglais, est-ce que c'est une machine en russe, et suivant la décision, choisir ou pas de s'exécuter. La plupart des sandbox automatiques, ils ont le temps de traitement limité. Et donc, si le virus il retarde son premier lancement, le temps d'analyse il peut rester en offensif. Et une fois que le virus s'est exécuté, alors supposons que tout s'est bien déroulé pour lui, il peut aussi prendre la décision d'essayer de détruire un maximum de preuves de son passage. Donc ça peut être supprimer des fichiers de log, supprimer des fichiers dont lui aurait eu besoin pour son fonctionnement. Dans le cloud, ça pourrait être supprimer des composants virtuels dans le cloud, par exemple. Et enfin, si même en ayant essayé de détruire toutes les preuves, des analystes forensiques réussissaient à mettre la main sur le virus en lui-même, il pourrait être livré avec des protections anti-debug, donc qui ne sont pas infaillibles, mais qui vont aider, qui vont ralentir considérablement en fait, le travail des analystes dans leur compréhension du fonctionnement du virus. L'une des techniques les plus connues s'appelle Leaving Overland, c'est-à-dire utiliser les applications qui sont déjà installées sur la machine de la victime. Par exemple, les utilitaires utilisés par les sysadmins, les outils bureautiques, les commandes de système. Et là, l'exemple qu'on va vous présenter ici, moi personnellement, c'est un de mes préférés. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. En fait, ça vient exploiter un logiciel qui s'appelle TPM Tool, qui est un utilitaire présent par défaut sur Windows, donc tout le monde l'a. C'est vraiment pas un truc suspect, et c'est vraiment pas un truc... c'est tout le monde là. Et en fait, cet utilitaire, quand vous l'appelez en ligne de commande, donc avec les options Driver Tracing Stop, ce que ça va faire sous le capot, c'est ça va ouvrir un shell et ça va venir exécuter un programme qui s'appelle logman.exe. Donc ça, c'est littéralement la commande qui est exécutée. Et on se rend compte que logman.exe, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est, mais on se rend compte qu'il n'est pas précisé avec son chemin absolu. Et donc ça veut dire qu'en tant qu'attaquant ou en tant que virus, on va pouvoir exploiter la façon dont Windows résout les chemins vers des exécutables, donc notamment avec la variable pass. Windows a des critères assez stricts pour savoir comment il cherche ce fichier. On pourrait s'arranger pour faire en sorte que cette commande appelle un fichier logman.exe de notre choix, en fait. Et ici, il n'y a pas d'appel cmd.exe, ce qui peut être suspicieux. Il n'y a aucune référence de nom de virus. Cette technique s'appelle hijacking. Une autre technique, c'est l'utilisation d'injection de processus, c'est-à-dire d'exécuter le code de virus dans l'espace de mémoire d'un processus légitime. Là, pareil, si vous allez sur la matrice Mitrattack, vous verrez qu'il y a plein de façons de faire de l'injection de processus. Nous, on va vous en présenter deux pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. La première, c'est une technique qui s'appelle process hollowing, ou évidement de processus. Et donc l'idée, c'est que le malware va créer un programme, il va démarrer un processus de façon légitime,
Et il va le démarrer dans un statut mis en pause, en fait, ce qui va lui permettre de vider son espace mémoire de son contenu, afin de venir y injecter le code malveillant avant de reprendre l'exécution du processus, qui va du coup exécuter le code malveillant. Une autre façon de faire aussi, c'est de prendre un processus qui existe déjà et sur lequel on aurait des droits d'accès, afin de lui allouer un peu plus de mémoire, suffisamment pour y injecter le code malveillant et faire des modifications pour permettre l'exécution de ce code, qui du coup sera exécuté dans un espace mémoire qui est considéré comme inoffensif par la machine. Et voilà, on a reçu un mail de Martin de la Conta qui a enfin compris que c'était .exe et pas en facture. Et donc on va pouvoir se mettre un peu dans la peau d'analyste malware et voir un peu ce qu'on peut faire avec ce fichier exécutable que Martin nous a envoyé. Donc c'est parti pour un peu d'analyse. Pour la première approche, on va utiliser un des sites comme Hybrid Analysis, Virus Total, malware.com. Est-ce que vous avez déjà eu la possibilité de les utiliser? Un petit peu. Ce sont les sites qui englobent plusieurs antivirus. Par exemple, Hybrid Analysis, il contient plus que 70 antivirus différents. On peut l'envoyer notre fichier pour l'analyse. Donc, elle sera analysée avec plusieurs antivirus. Il va analyser comme chaîne de caractères pour voir le type de programme aussi. Et il sera lancé sur un sandbox de ce site pour voir quel appel il fait, quel processus il crée. Mais attention de ne pas envoyer l'information pro aux personnes, parce que toute information envoyée, elle devient publique. Oui, ça, il faut vraiment faire attention, parce que là, récemment, il y a quelques mois, il y a eu une histoire comme ça, avec Microsoft qui a, on va dire par erreur, blacklisté une URL de Adobe. Et donc, ça a été un carnage. Tous les PDF étaient considérés comme malveillants, tout ça. Et donc les gens, en panique, ont commencé à uploader des PDF qui étaient inoffensifs, mais qui avaient plein de contenus sensibles et confidentiels sur ces solutions publiques, à tel point que l'une d'entre elles a réagi et a fini par mettre tous ses rapports en privé en disant ça devient pas possible, en fait. On se retrouve avec des PDF qu'on peut retélécharger par la suite et qui ont du contenu vraiment très confidentiel d'entreprise, quoi. Donc voilà, ne pas céder à la panique. Et donc ces solutions-là, elles sont pratiques parce qu'elles nous permettent de nous donner une première idée de ce qui se passe, mais elles ne sont pas parfaites. Déjà parce qu'elles ont des fonctionnalités payantes, et donc du coup il y a plein de trucs cool qu'on ne peut pas faire sans payer, et aussi parce qu'on va se retrouver parfois avec des faux positifs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir son propre lab. Et comment on fait pour monter son propre lab? Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, je vais vous en présenter une que j'ai appris en cours et qui est très sympa. On a 2 distributions qui sont mises à notre disposition pour faire un lab. Alors la première, c'est FlareVM. Donc c'est pas vraiment une distribution, mais c'est un ensemble de scripts qui permettent de préparer une VM Windows et de la charger avec plein d'outils pour de l'analyse de malware. Et côté Linux, on a Remnux, donc qui pareil, il y a une distribution qui vient packager avec plein d'outils pour aider dans l'analyse. En arrivant sur l'ordinateur de la victime, le virus, il peut faire une première recherche pour voir s'il y a des connexions d'Internet. Parce que s'il n'y a pas d'Internet, il y a grande chance que c'est un sandbox et il ne va pas se lancer. En ce cas-là, on va utiliser deuxième VM qui va jouer le rôle d'Internet. Et bien évidemment, ce lab-là, il a quand même des limites, parce que si jamais on est dans le cas, par exemple, de DevPopper, où la suite du virus était à aller chercher sur Internet, ce lab-là ne nous permettrait pas d'y accéder. Mais il a l'avantage d'être, on va dire, un petit peu plus safe, et de nous protéger, justement. Si jamais on voulait, on pourrait se connecter aller contacter le serveur distant, mais c'est quelque chose d'assez dangereux, qui, du coup, peut alerter aussi les cyberattaquants. Donc ça demande de prendre beaucoup plus de protection en termes d'anonymat. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Donc on s'en tiendra à cette version, on va dire, plus isolée. Alors c'est parti. On prend notre exécutable,
suspect qui a l'air de se faire passer pour une facture mais qui n'en est pas. Et quand on le met sur Virus Total, on voit qu'on a beaucoup d'antivirus qui nous disent que c'est un truc vraiment moche. Ils nous disent d'ailleurs que vous l'avez eu sous la forme proformainvoice.exe, mais que en fait, ce virus-là, il existe aussi sous plein d'autres noms. Et on voit également qu'il n'est pas signé. Ça, c'est une autre technique aussi, c'est que parfois les attaquants vont mettre la main sur des certificats légitimes, valides, et vont s'en servir pour signer leur fichier. Parce que ça fait déjà un premier contournement de dire, bon, si on est face à un exécutable qui a été signé par quelque chose de confiance, par un organisme de confiance, c'est que c'est forcément quelque chose de bien. Là, ce n'est pas le cas. On n'a pas de certificat associé à ce fichier. Ici, on a déjà plus d'infos intéressantes. Il y a deux sandbox qui ont trouvé que ce fichier est le malware spreader et un stealer. C'est-à-dire, elle se propage et vole l'information. Sur le graphe, on peut voir les capacités de ce virus, les fonctionnalités. Donc, par exemple, en rose, on peut voir récupération d'informations sur les systèmes de réseau. En bleu clair, c'est utilisation des techniques d'évasion. En violet, ce sera pour accéder à distance, contrôle à distance. Et en bleu foncé, c'est anti-debugging. Et si on poursuit notre analyse dans Virus Total, donc Virus Total nous donne aussi un ensemble de tactiques et techniques identifiées. Nous, pour cette analyse, on va se concentrer sur deux d'entre elles qui ont été identifiées et on va essayer de les valider ou de les invalider. Donc sur la partie Defense Evasion, donc évasion de système de détection, on a un truc qui s'appelle Reflective Code Loading. Donc c'est quand un programme va charger dynamiquement du code dans son propre espace mémoire. Et le deuxième, qui vient sous la catégorie Credential Access, et qui s'appelle Input Capture. Donc en fait, ce que nous dit Virus Total, c'est que notre fichier est probablement en train d'essayer d'écouter, par exemple, des frappes clavier. En tout cas, il essaye de capturer des entrées utilisateurs. Donc on est probablement sur un keylogger, peut-être, quelque chose qui essaierait de capturer des frappes clavier. Donc on va essayer de voir si c'est le cas ou pas. Donc c'est parti. Voilà, ça, pour votre curiosité, voilà à quoi ressemble une Flare VM. C'est joli. Et donc, on a ici notre exécutable. Avant même de commencer à le lancer et à voir ce qu'il fait, on va commencer, comme on a dit, par une analyse statique, un peu de surface. On va faire ça avec PE Studio. Donc, on charge notre fichier, on regarde les propriétés. On voit. Vous n'allez pas voir grand-chose sur ces trucs-là, et c'est normal, c'est pas fait pour être lu, c'est plus pour montrer un peu à quoi ça ressemble. On voit déjà qu'il y a une fonction run et il y a System Windows Forms. Donc, on peut atteindre l'interface graphique. Cet logiciel, ça permet aussi de voir les premiers indicateurs suspicieux, comme des chaînes de caractères obfusqués ou les imports qui sont associés à une opération malveillante. Et ici, on peut voir une page .NET, signifie que cette application elle est développée en C#. Et en C#, quand on compile le code, on reçoit un bytecode qu'on appelle Intermediate Language. Ce qu'on peut voir ici, Intermediate Language à true. Et ensuite, cet Intermediate Language il sera traité pour avoir le code machine. Et donc, code machine, ça peut être lancé sur n'importe quel environnement, architecture. Mais on peut aussi de le faire en native code. Native code, c'est le code qui est adapté à une architecture précise. Et ça, c'est un moyen de cacher le code malicieux. Parce qu'à partir de Intermediate Language, on peut retrouver le code d'origine. Pas 100% fiable, mais le code qui ressemble beaucoup au code d'origine. Et donc ici, native point à false, mais si ça aurait été le cas, on aurait eu juste le début de code, l'adresse du code qui est native language. On voit aussi le namespace calculator TP, ce qu'on va utiliser pour plus tard. Voilà, ça fait partie des informations, en tout cas, qui sortent de l'ordinaire.
Ensuite, on va essayer de lancer le programme et d'observer son comportement. Et pour ça, on va utiliser deux outils qui font partie d'une suite Windows qui s'appelle sysinternals. Donc ces deux outils, ça va être Process Explorer et Process Monitor. Process Explorer, ça va nous permettre de regarder quels processus sont créés, le lien entre eux et leur cycle de vie, en quelque sorte. Et donc on voit notre processus parent, le proformainvoice.exe, avec un PID à 6220, qui crée un processus enfant, donc PID 5840, avant de se terminer. Donc on voit qu'il ne reste plus que le processus enfant, qui lui aussi va finir par disparaître. Et ça, en fait, quand on a un processus qui va créer un processus enfant avant de lui-même disparaître, ça peut être parfois le symptôme d'une injection de processus. Mais pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. On va pouvoir en apprendre davantage avec Process Monitor, qui va vraiment être beaucoup plus détaillé sur tout ce qui se passe. Donc ça va être tout ce qui va être création de processus, de thread, ouverture de fichiers, accès aux registres. Tout ça va être détaillé. Donc il y a beaucoup de bruit, c'est pour ça qu'on a flouté la majorité de ce qui se passait. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a notre processus parent, 6220, là, qui effectivement se termine, ça on le sait, et il se termine avec un statut 0, donc a priori il se termine sans problème. Et le processus enfant ici, le 5840, qui se termine également, mais qui avant de se terminer, crée lui-même un processus, il appelle un programme qui s'appelle wherefault.exe. Ça, c'est le système de gestion d'erreurs sous Windows. Et donc en fait, c'est synonyme d'un crash. Alors après, est-ce que c'est un crash? Est-ce que c'est un vrai crash? Est-ce qu'il fait semblant de crasher, mais en fait, il appelle wherefault pour faire d'autres choses avec? À ce stade-là, on ne sait pas encore. C'est pour ça qu'on va aller voir un peu dans le code à quoi ça ressemble. Cette fois-ci, on va utiliser DNSpy pour pouvoir retrouver le code d'origine. Donc, ce n'est pas à 100%, mais il essaie de reconstruire le code à partir de connaissances de programmation à C#. On retrouve ici notre fonction run qui appelle créer une nouvelle forme. Et dans la nouvelle forme, il y a déjà beaucoup plus d'informations intéressantes. Déjà, il y a une variable PWP et une liste de 3 strings. Et ces choses, ils ont utilisé pour créer une instance. Une instance de quoi, on ne sait pas encore. Et en tout cas, ils n'ont pas de valeur pour le moment. Peut-être qu'on aura plus d'informations dans Initialize Component. Quand on regarde l'intérieur d'Initialize Component, on voit déjà qu'on a du code en espagnol. Donc ça, c'est bien, ça rejoint un peu notre namespace calculadora. On se dit, ça a l'air cohérent. Donc là, on voit l'initialisation de plein de boutons pour une calculette, on dirait, avec des boutons 4, 5, 6, etc. Et d'un coup, en plein milieu de tout ça, de cette création de boutons, on a 5 lignes en anglais, avec du code, des noms de variables en anglais, et du code qui n'a pas du tout l'air d'initialiser des boutons. Et ça, c'est un peu louche. Donc on va regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Alors, la première chose que ça fait, c'est que ça récupère une ressource qui s'appelle XD, et ça vient la stocker dans une variable sous forme de bitmap. Si on va voir ce que c'est XD, XD c'est ça. Et ça, c'est suspect. Donc on va garder ça en tête. On a notre bitmap, et en fait on a du code qui va venir extraire les valeurs RGB de cette image pour aller les stocker dans une liste d'octets, sobrement appelée liste. Et cette liste-là, elle va servir de paramètre à une fonction qui s'appelle load, et qui fait partie qui va charger une assembly, donc une bibliothèque externe dans notre code. Et donc c'est là qu'on a en fait le reflective code loading dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on a du code qui est chargé dynamiquement en mémoire et du code qui était stocké dans notre fameuse image suspecte. Et une fois que ce code est chargé, il expose plusieurs types, et donc le code en choisit un, et c'est ce type-là qui va être stocké dans 10.pwp. Mais à ce stade-là, on ne sait pas encore ce que c'est, et moi je vous avoue que j'ai un peu la flemme de prendre l'image et d'aller extraire les pixels et tout. Donc c'est trop bien parce qu'on va utiliser DNSpy en mode debugger, et on va vraiment parcourir le code au fur et à mesure. Donc on met un point d'arrêt juste avant le chargement de l'assembly, et on voit en dessous tous les modules qui sont déjà chargés avant.
Et on voit qu'ils ont tous le paramètre in-memory no, donc c'est que des modules qui ont été chargés depuis le disque dur. Une fois qu'on a chargé l'assembly, donc on vient de passer à l'instruction suivante, et on voit qu'on a un module supplémentaire ici, qui s'appelle TL, et qui lui est bien chargé en mémoire. Donc c'est ce truc-là qui va nous intéresser. Et DNSPY a une fonctionnalité très sympa qui nous permet en fait de l'enregistrer dans un fichier séparé, qu'on va ensuite pouvoir réinjecter dans DNSPY pour aller voir à quoi ça ressemble. Mais avant de faire ça, on va continuer un petit peu de notre exécution afin de voir c'est quoi la valeur de 10.pwp. Et bien c'est ça. Voilà, ça va être le nom du type qui a été chargé. Et ça sent pas bon pour la suite parce que ça sent à plein nez l'obfuscation. Ici, on va plus loin. On regarde le DLL qu'on a sauvegardé. On l'ouvre dans DNSPY et on voit qu'il est bien offusqué. Heureusement, plusieurs outils qui permettent l'offuscation ils sont connus. Et donc, on peut déobfusquer. Ce qu'on fait avec deux fois dot. Et ici, c'est déjà beaucoup plus clair. On voit ici la variable PWP. Si on rappelle au début, donc ces variables et le liste de trois strings, ils ont utilisé pour initialiser une instance. Et donc ici, on voit bien les trois strings qui sont envoyés. Et donc, ce qu'on a découvert jusque-là, en fait, c'est que le début. Ce qu'on vient de voir, c'est la première partie, c'est le dropper, c'est ce qui va venir vraiment déposer la charge malveillante. Donc ici, notre fameuse DLL, notre bibliothèque externe cachée dans l'image. Et si on reprend ce qui avait été identifié par VirusTotal, on retrouve bien, comme on a dit, le reflective code loading. On a trouvé un truc en plus, qui était l'utilisation de stéganographie pour obfusquer la présence de la bibliothèque externe. Et par contre, on n'est toujours pas fixé sur cette histoire de input capture et de keylogging. Parce que là, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est que cette application, elle ressemble à une calculette, donc avec des boutons. Et en général, sur ce genre d'application, on fait aussi en sorte que, je ne sais pas, si j'appuie sur 9 sur mon clavier, ça va quand même me saisir 9 dans mon application. Donc ça pourrait être le type de capture d'input qu'avait détecté VirusTotal. Pour le moment, on n'est pas encore sûr que ça fasse partie d'une fonctionnalité malveillante. En tout cas, c'est une affaire à suivre. On est encore en train d'analyser le fonctionnement de ce malware. Ce qu'on peut dire, on peut être sûr que le temps que les systèmes informatiques existent, il y aura toujours des cybercriminels. Et eux, ils améliorent constamment leurs techniques, leurs systèmes techniques de social engineering, de recherche de vulnérabilité. Même si on constate depuis quelques années un changement, on va dire, dans les business models, on va dire que ça a suivi un peu la tendance de tout faire as a service. Et en plus de se baser sur des malwares, les attaquants aussi passent maintenant par ce qu'on appelle des IAB, des Initial Access Brokers. C'est des freelances, en gros, des gens qui se chargent de trouver un point d'entrée sur un système d'information et qui vendent en fait ce point d'accès à des cyberattaquants afin de leur permettre de s'introduire déjà sur le système et de mener ensuite la suite de leurs opérations. Enfin, en tout cas, si on voulait vous laisser avec une dernière phrase, ce serait keep calm et tenez-vous à jour. Et si vous voulez vous tenir à jour, on a quelques infos pour vous. Donc, les deux premiers liens, c'est pour analyse faite par Securonix. C'est vraiment hyper intéressant. On vous donne aussi le lien sur une conférence sur YouTube sur EDR, donc évasion, comment on peut éviter la détection par EDR. Et enfin, parce qu'on ne peut pas vous laisser en 2025 sur la fin d'une conférence sans parler d'IA, on a un lien sur un article qui explique comment ChatGPT et DeepSeek sont utilisés aujourd'hui pour construire du code malveillant. Et également avec une newsletter à paraître toutes les semaines qui vous tient à jour sur l'actu cyber. C'est tout pour nous. Si vous avez des questions, il nous reste encore un petit peu de temps. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci.